Ils sont les contrôleurs du ciel. Ils aident les avions à garder leur trajectoire. Vous êtes dans une zone aérienne réglementée. Ils s'assurent de leur sécurité. Avianca 052 Heavy, tour 2 de gauche. Charlie 2937, descendez. En les maintenant à distance. Mais le système a atteint un point de non-retour. Il est où? Sur la gauche. S'il y a un autre accident d'une telle importance, ce sera probablement à cause du contrôle du trafic aérien. Les avions sont trop nombreux. Les équipements qu'utilisent les contrôleurs ne sont plus adaptés. Le système en déroute met la vie des passagers en danger. Une course au progrès est lancée. Tu le vois, Daniel? Non, je ne le vois pas. Pour éviter un nouveau désastre. C'est l'heure de pointe à l'aéroport JFK à New York. Un des plus fréquentés au monde. Chaque jour, plus de 1200 avions s'y croisent. Dans les airs, ils patientent sur des kilomètres avant d'atterrir. Au sol, d'autres douzaines d'avions attendent de décoller. Le flux constant d'appareils est déstabilisant, même pour les contrôleurs les plus expérimentés. Ils l'appellent l'image d'ensemble. Ils doivent garder en tête tout ce qu'ils contrôlent, la position de chacun, leur vitesse, leurs altitudes, leurs distances, mais également les constantes communications avec les pilotes. C'est un immense flux d'informations qui rentre et qui sort. C'est impressionnant à regarder. Pour l'équipe de contrôleurs aériens dans la tour de JFK, c'est un jour comme un autre. La charge de travail augmente d'année en année. Lors d'une journée chargée, dans la plupart des centres et tours de contrôle, les agents sont saturés. Ils parlent aussi vite que possible. Et les erreurs sont commises. Durant la dernière décennie, il y a eu 25% d'augmentation du trafic à JFK. Et New York n'est pas un cas unique. C'est une tendance qui inquiète certains experts de l'industrie aéronautique. Une de mes tâches en tant qu'analyste aéronautique est de garder un œil sur ce qui se passe. Regarder où sont les points faibles dans le système. S'il y a un autre accident d'une telle importance, ce sera probablement à cause du contrôle du trafic aérien. La solution à cette crise inévitable est développée ici, au centre technique William J. Hughes dans le New Jersey, le laboratoire de l'administration fédérale de l'aviation américaine. Le centre a participé à chaque avancée majeure dans les technologies du système de transport aérien depuis 1958. Agencement des aéroports, sûreté et sécurité des appareils, communication, navigation. Les scientifiques du centre William Hughes ont fait face aux plus importants problèmes de l'aviation. Aujourd'hui, cet avion est au cœur d'un des plus larges projets dans l'histoire de la FAA. Il est utilisé pour développer un nouveau système de contrôle aérien, capable de gérer davantage de trafic et de manière plus sûre. On peut envisager une multiplication par 2 ou 3 du nombre d'avions dans le ciel au cours des 2 prochaines décennies. Ensemble, les pilotes d'essai et les chercheurs doivent trouver une manière plus sûre d'acheminer les avions depuis et jusqu'aux aéroports américains. Le système qu'ils développent est baptisé NextGen. NextGen fournira aux pilotes les outils et les informations nécessaires pour prendre plus de décisions au lieu de se référer aux contrôleurs. À son cœur se trouve un équipement hautement sophistiqué destiné non pas aux tours de contrôle, mais aux avions.
Pour savoir s'il fonctionne, les pilotes d'essai doivent l'élever dans les airs. Nous laissons l'avion faire ce pour quoi il a été conçu. Nous ne le contraignons pas à notre gestion. Taux positif, train rentré. Les chercheurs ont installé un système de navigation révolutionnaire à l'arrière de ce jet privé. On vole en ce moment au-dessus du Delaware. Il s'appelle ADS-B, Automatic Dependent Surveillance Broadcast, système de surveillance coopératif pour le contrôle du trafic aérien. C'est un récepteur GPS sophistiqué qui affiche les informations de n'importe quel avion autour de lui. Le pilote a conscience de la situation et des avions qui l'entourent. L'appareil envoie sa position une fois par seconde et n'importe quel autre avion à portée de cet émetteur connaît également sa position. Il n'y a rien de tel dans les cockpits actuels. Car ce que teste la FAA dans la cabine de cet avion reste une technologie expérimentale. Si les tests comme celui-ci réussissent, cette technologie sera un jour dans le cockpit de tous les avions américains et du monde entier. Une fois que le système ADS-B sera opérationnel, tout le monde saura où vous êtes, votre altitude et la direction dans laquelle vous allez. C'est une pièce maîtresse du futur grâce à sa précision. L'ordinateur que les chercheurs testent aujourd'hui est l'élément central du remaniement du contrôle du trafic aérien américain depuis un demi-siècle. Les êtres humains ne peuvent pas être parfaits en permanence, seulement pendant un certain temps. Il faut donc s'attendre à un échec. L'homme fait des erreurs. C'est une leçon que l'industrie de l'aviation a appris à ses dépens. Une leçon qui a façonné de manière fondamentale la façon dont les avions se déplacent aujourd'hui. In the few years in which they have been operating, the airlines have discovered that their efforts to improve comforts and services have attracted... Après la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'Américains voyageant en avion a fortement augmenté. Les premiers contrôleurs aériens étaient debout, à côté de la piste. Ils agitaient des drapeaux pour guider les avions. Alors que le trafic s'intensifiait, les pilotes ont commencé à utiliser des radios pour communiquer avec les aéroports. Les premières tours de contrôle ont été construites lorsque de plus en plus de vols ont dû être pris en charge. Les aéroports sont devenus des endroits très fréquentés. Et les contrôleurs aériens étaient submergés. « 30 juin 1956, aéroport international de Los Angeles. Le vol TWA numéro 2 s'envole en direction de l'Est pour Kansas City. Prendre l'avion dans les années 50 était extraordinaire. C'était une chose pour laquelle on s'habillait bien. Seules les personnes capables de débourser une somme élevée pouvaient voler. Le vol TWA est un Lockheed Super Constellation, un des avions de ligne les plus avancés de son temps. Tous les pilotes pensent que le Super Connie est un des avions les plus beaux jamais créés. Quelques minutes après le vol TWA numéro 2, le vol United Airlines 718 décolle du même aéroport en direction de Chicago. Le système permettant de suivre les avions en vol n'est pas d'une haute technologie. Les contrôles du trafic aérien avaient lieu dans une pièce avec une carte déroulée sur une table. Les agents déplaçaient des marqueurs sur cette carte pour indiquer où était chaque avion et sa dernière position connue. Les pilotes communiquent également leur position aux régulateurs de la compagnie. Les contrôleurs utilisent cette information pour se faire une idée approximative de leur position en vol. Ils étaient sur le radar à Los Angeles, mais une fois sortis de cette zone, il n'y avait plus aucun radar. Ils volaient selon les règles de vol à vue, c'est-à-dire voir et être vu. Je vous vois, vous me voyez, on reste à distance. On est responsable de notre propre espace. Excepté quelques radars dans certains endroits du pays, les contrôleurs ne savaient pas vraiment où étaient les avions. Ils ne faisaient qu'une estimation. Alors que les deux avions se rapprochent du Grand Canyon, la distance les séparant se réduit. Les deux commandants avaient l'habitude de montrer le canyon aux passagers par beau temps. Ils se penchaient sur la gauche ou un peu sur la droite et émerveillaient les gens avec le Grand Canyon.
Le vol United se rapproche de l'avion TWA depuis la droite, ignorant que leurs trajectoires vont se croiser. Les passagers du DC-7 assis du côté par lequel s'est approché le Constellation ont pu le voir arriver. Ils ont dû voir un avion dans un ciel d'azur moutonné de nuages se rapprocher petit à petit. Ils étaient conscients de ce qui allait se passer. The Grand Canyon is a graveyard for 128 passengers and crew of 2 airliners which crashed on peaks little more than a mile apart. None survived. It was the worst commercial air disaster in history. Le crash du Grand Canyon a fait les gros titres dans tout le pays et a mis beaucoup de pression sur le gouvernement pour qu'il réagisse. On avait besoin de radars, il fallait investir et les déployer dans l'ensemble des États-Unis immédiatement. On devait changer tout le système et vite. Cet accident a coûté la vie à 128 personnes et a changé le monde du contrôle aérien pour toujours. À la suite d'une longue enquête, la conclusion saisissante a révélé que le crash s'est produit car les 2 avions étaient en dehors d'un espace aérien contrôlé. Le TWA et le United sont entrés en collision car ni eux ni le système de contrôle n'avaient la capacité de savoir où ces 2 avions étaient précisément. Une fois que les avions ont quitté la petite zone surveillée par les contrôleurs, personne n'a fait attention à leur position. Le principe du voir et être vu est une supercherie, il a toujours été. Le fait est que plus on va vite dans un ciel immense, plus le champ de vision périphérique est limité à 180 degrés. Il est impossible de voir et d'éviter quoi que ce soit. À la lumière de l'accident du Grand Canyon, l'espace aérien américain a été couvert par radar. Les avions ont été strictement confinés à des couloirs aériens, les autoroutes du ciel. Le système de contrôle aérien que nous avons aujourd'hui aux États-Unis a été créé en pensant à l'accident du Grand Canyon. Ce crash a déterminé la distance de séparation entre les avions, ainsi que l'emplacement des antennes radars et des centres de contrôle aérien. Il en a également résulté la création de la FAA, l'administration fédérale de l'aviation. Mais aujourd'hui, 50 ans plus tard, le système doit de nouveau être remanié. Aujourd'hui, l'organisation est en dessous des attentes du public. C'est embouteillé, lent, encombrant et déplaisant. Alors que les avions volent plus haut et plus vite, il devient difficile pour les contrôleurs de suivre leurs mouvements. Je pense que par beaucoup d'aspects, nous sommes dans une situation similaire à celle des années 50. Le système doit changer radicalement. Et le changement doit opérer bientôt, avant d'être confronté à une nouvelle catastrophe qui pourrait coûter la vie à des centaines de personnes. La technologie présente à bord du vol test de la FAA pourrait être la solution à un contrôle aérien surmené. Les pilotes d'essai volent régulièrement pour aider les chercheurs à préparer le nouveau système pour les avions de ligne américains. Ce qu'il y a de magnifique avec l'ADS-B, c'est qu'il donne aux pilotes et aux contrôleurs aériens les mêmes informations. L'ADS-B sera plus qu'une carte des autres avions. L'idée est de montrer aux pilotes ce que jusqu'à présent seuls les contrôleurs pouvaient voir: les données des avions présents dans le même espace aérien. Avec l'ADS-B, on saura qui est l'autre avion. Il aura un identifiant. On pourra voir les avions sur les pistes et même l'ensemble du trafic au sol. On aura un meilleur ressenti de ce qui se passe autour de nous, dans un aéroport avec moins de contrôle. On peut également voir les informations de la carte avec des aides à la navigation. On voit aussi d'autres aéroports. Donner aux pilotes toutes ces informations dans le cockpit leur permettra de prendre eux-mêmes des décisions afin d'arriver plus vite et en toute sécurité à destination. Le système actuel se base sur des radars pour la détection et le suivi d'un avion. Le radar était une remarquable technologie en 1940, mais fondamentalement, il est très basique. De nos jours, les radars au sol envoient des ondes qui réfléchissent sur les avions afin de calculer leur position. Mais ils ont une marge d'erreur de 3 km.
C'est pour cette raison qu'on garde les avions éloignés de 4 km ou plus. On n'a pas entièrement confiance en cette méthode. Avec NextGen, un GPS embarqué recevra en permanence les signaux d'un satellite GPS. Il dira au pilote où il se trouve avec une précision d'une centaine de mètres. Grâce à une cartographie de l'espace aérien plus précise, les avions pourront voler plus proches les uns des autres. La FAA espère que cela permettra de soulager l'encombrement dans les grands aéroports. Aujourd'hui, seuls les contrôleurs ont une image du trafic aérien. Ils utilisent leurs informations pour guider les pilotes. Ceux-ci n'ont aucun moyen de confirmer leur position par rapport aux autres avions. Les contrôleurs leur sont indispensables. La faiblesse de ce système a été révélée bien avant que les tests de NextGen ne commencent. Week-end de la fête du travail, 1986. Aéromexico 498, trafic à 10 heures, 1 km 5. Le contrôleur d'approche, Walter White, guide le vol Aéromexico 498 pour un atterrissage à l'aéroport international de Los Angeles. L'espace aérien autour de LAX est fortement surveillé. Il est appelé le TCA, Terminal Control Area, espace aérien réglementé. Alors que le vol Aéromexico 498 se rapproche, Walter White aperçoit un avion qu'il ne s'attendait pas à voir sur le radar. Avion en approche de Fullerton. Altitude de croisière 4500. Demande guidage. Vous êtes au milieu d'une TCA. Grumman. 6 Roméo. Je vous suggère à l'avenir de regarder votre carte TCA. Il y avait un avion à l'est de l'aéroport auquel il a dû faire face. C'est ce qu'on appelle un violateur. Dans beaucoup de cas, le trafic aérien sur les écrans ne reportait pas leurs altitudes, même avec des transpondeurs. Walter White somme le petit avion de quitter la zone aérienne contrôlée. Un avion vient de passer sur votre gauche, au-dessus de vous. À 5000. Et nous avons beaucoup de jets dans cette zone à 3005. Mais ce que White ne réalise pas, c'est qu'un autre avion est lui aussi dangereusement hors de sa trajectoire. On devrait apercevoir l'océan maintenant. Prends la carte et regarde autour du 405. Un Piper Cherokee coupe à travers la zone d'approche de LAX, inconscient du danger. Le vol Aéromexico est à quelques minutes de l'atterrissage. Aéromexico 498. Los Angeles approche. C'est pas vrai. L'avion plonge vers Cerritos, une banlieue de Los Angeles. Aéromexico 498, Los Angeles approche. J'étais assis en train de parler avec 2 autres contrôleurs et j'ai entendu Walter dire quelque chose comme « Je crois que j'en ai perdu un. Aéromexico 498. Ce qui a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. J'ai regardé les radars et il répétait « Aéromexico 498 ». Le crash dévaste la commune de Cerritos. 15 personnes au sol sont tuées lors du désastre et 64 à bord de l'Aéromexico. Le Piper Cherokee est retrouvé dans une cour d'école. Les 3 personnes à bord du petit avion sont mortes. Le problème, c'est que le Cherokee a volé dans une TCA et a percuté le DC-9 dans une zone restreinte et sans autorisation. Le Conseil national de la sécurité des transports interroge Walter White sur ce qu'il a vu sur son écran radar. Avez-vous, à n'importe quel instant, vu le Piper Cherokee sur votre écran? Non. Non, monsieur. La cible du Piper n'était pas affichée. Je peux vous assurer qu'il n'était pas sur mon écran radar. Il était convaincu que l'avion n'était pas visible sur son écran. Mais les enquêteurs finissent par analyser les enregistrements radar du contrôle aérien et concluent que le Piper aurait dû être vu. Nous avons pu démontrer que l'avion qui a percuté l'Aéromexico était bien visible. Les contrôleurs se plaignaient du radar depuis un long moment.
Nous avions constaté des problèmes. Ils ne relevaient pas certaines cibles, et c'est arrivé plusieurs fois. On pouvait perdre une cible. On pouvait perdre 2 cibles. Il a pu disparaître après un balayage. Avez-vous vu le Piper Cherokee sur votre écran? Non, monsieur. Mais cela ne veut pas dire que la cible n'était pas là. Un angle mort est un instant ponctuel. Ce n'est pas quelque chose de continu. Il était concentré sur un point et essayait de dégager la zone. Puis il a perdu la trace d'un avion qui se trouvait à la même altitude que le jet Aeromexico en approche. Il y avait une chance sur 1 milliard et cette chance est survenue ce jour-là. La collision au-dessus de Los Angeles a attiré l'attention sur les faiblesses des systèmes radars utilisés par les contrôleurs aériens et a conduit à des changements plus que nécessaires. Un True Mode C est un programme automatisé installé désormais sur tous les équipements radars principaux. Si un avion venait à violer l'espace par inadvertance, le contrôleur sera averti par une alerte visuelle et sonore. De cette manière, il pourra prévenir le pilote à temps. Après la collision au-dessus de Los Angeles, les systèmes radars des aéroports sont améliorés. La nouvelle génération de gestion du trafic aérien n'utilisera le radar que si le système GPS est défaillant. NextGen vise également une autre faiblesse du système actuel, la radio. De nos jours, les pilotes et les contrôleurs utilisent des radios pour communiquer. Nous descendons à 190 et attendons information. Le système se base sur un langage clair et précis. Les malentendus sont communs et ils ont causé certains des accidents les plus tragiques de l'histoire. Alors que le vol test de la FAA vole à l'est, au-dessus d'Atlantic City, la radio garde les pilotes en contact avec les contrôleurs. Vecteur pour séquence, vent descendant, piste 2-2. Ok, 1-0-0, autorisé pour l'ILS. Mais dans le système de contrôle aérien du futur, les pilotes et les contrôleurs communiqueront moins souvent. Le contrôleur et le pilote peuvent désormais travailler ensemble afin de résoudre un problème, au lieu de perdre du temps à expliquer quel est le problème. Des erreurs peuvent être commises pour un certain nombre de raisons. L'anglais est la langue internationale de l'aviation. Mais la prononciation, l'accent et l'émotion modifient la manière dont n'importe quel langage est parlé. La tour de contrôle de l'aéroport international JFK connaît ce problème mieux que quiconque. Quand on écoute une fréquence de contrôle aérien, on entend beaucoup « Répétez, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ?» L'espace aérien au-dessus de JFK est fréquenté par presque toutes les nationalités de pilotes du monde. Maintenir des communications radio claires peut s'avérer être un défi pour les contrôleurs. Il y a de la pression, c'est leur travail. Ils doivent emmener les passagers du point A au point B. C'est ce pourquoi les compagnies sont payées et les contrôleurs sont là, pour faciliter leur travail. Lorsque la pression monte, des petits malentendus peuvent avoir d'énormes conséquences. 25 janvier 1990, dans le ciel au-dessus de New York. Avianca 5-2, attendez autorisation dans les 20 minutes. On devrait être prioritaire, on est à court d'essence. Avianca 5-2, Roger. Combien de temps? Le vol Avianca 52 essaye d'atterrir à New York. Mais une pluie diluvienne retarde le trafic aérien entrant et sortant de la zone. Le vol est parti de Colombie. Il est redirigé vers plusieurs circuits d'attente par les contrôleurs aériens. Le mauvais temps retarde les atterrissages sur toute la côte nord-est. Il y avait une formation se déplaçant à travers les Grands Lacs vers l'est. Il y avait également 2 autres systèmes convergents. Très souvent, ceux-ci convergent vers New York et tout le nord-est est touché. C'est bon, ici je t'en envoie 4 autres. Casino, je suis de nouveau en attente. J'en ai 4 qui attendent et je n'en vois pas la fin. Avianca 052, je peux peut-être vous prendre tout de suite. Restez en attente. Merci. Ils avançaient progressivement vers JFK. Ils avaient été mis en attente 3 fois, ce qui a certainement mis les pilotes en état de stress, étant donné qu'ils veulent seulement aller du point A au point B. Ils ne veulent pas voler en rond pendant 1 heure pour patienter.
Avianca 052. Votre alternative? Boston. Mais on ne peut plus y aller. On est à court de carburant. Les pilotes sont de plus en plus angoissés dans l'attente d'une autorisation d'atterrir. Ils ont utilisé presque tout leur carburant. Quelle est sa vitesse? Je ne sais pas vraiment. Ralentis-le à 1,80 et je le prendrai. Après plus d'une heure dans des circuits d'attente, les contrôleurs donnent enfin aux pilotes du Avianca la permission d'atterrir. Avianca 052. Descendez et maintenez à 3000. Descendre et maintenir 3000. Mais lors de ce passage critique d'un contrôleur à un autre, personne ne mentionne le fait que l'avion est à court de carburant. Avianca 052, contactez la tour de Kennedy 119.1. Bonne journée. Il était très important pour Avianca 52 d'atterrir lors de leur première approche à JFK. L'enregistreur de conversation a révélé que le commandant était assez inquiet à cause du carburant. À JFK, une seule piste est utilisée pour les atterrissages. Les conditions climatiques à l'aéroport rendent les approches difficiles. Avianca 052, tour de Kennedy 2 de gauche. Vous êtes numéro 3. Suivez trafic 727 en finale à 1,5 km. Avianca 052, Roger. Avianca 052, votre vitesse? 145 nœuds. On est autorisé à atterrir? Oui, monsieur, on est autorisé. Attendez. Lorsque les pilotes de l'Avianca ont senti qu'ils étaient dirigés vers un contrôleur d'approche, qu'ils avaient un cap et une altitude plus basse, ils ont dû penser qu'ils étaient pris en charge et qu'on s'occupait d'eux. On les entend même le dire sur l'enregistreur du cockpit. À 4 km de la piste 22L, avec un niveau de carburant dangereusement bas, le vol rencontre des vents violents. Ils avaient des vents de face de 60 nœuds. Et puis alors qu'ils descendaient sous les 500 pieds, les vents diminuaient à 20 nœuds. Ça fait une différence de 40 nœuds sur une hauteur de 1000 pieds. C'est beaucoup. C'est le cisaillement de vent. Un changement de vent dévie l'avion hors de sa trajectoire de descente alors qu'il est en pleine approche. Inclinaison d'approche. Inclinaison. La piste où est-elle? Je la vois pas, je ne la vois pas. Les vents propulsent irrémédiablement l'avion en direction du sol. L'avion était à 200 pieds au-dessus du sol, à environ 3 km de l'aéroport, ce qui est bien en dessous de l'inclinaison d'approche et c'est très dangereux. L'avion s'est presque écrasé lors de sa première approche. Rentre les trains d'atterrissage. Lorsque vous manquez votre approche, tout devient différent. Demande un autre tour de piste. Approche manquée. Avianca 052. Les réservoirs d'essence à bord du vol Avianca 52 sont presque vides. Une autre approche sur l'aéroport sera quasi impossible. Les contrôleurs de New York vont à nouveau devoir essayer d'amener le vol Avianca 52 au sol sain et sauf. 180. On va réessayer. On arrive à court de carburant. Ces gars étaient à court et ils ne l'ont pas dit. Ils ont laissé le contrôleur d'approche leur donner un vecteur bien plus loin du circuit original, à 30 km au nord. Fais-lui savoir qu'on a une urgence. Tu lui as dit? Oui, monsieur, je lui ai dit. Mais le copilote omet d'utiliser le mot urgence lors de sa transmission radio avec la tour. Il mentionne seulement le fait que son niveau de carburant est bas. 052, contactez approche sur 118.4. Approche Avianca 052. Apparemment, d'après la transcription de l'enregistreur de conversation, le commandant ne comprenait pas les transmissions radio du copilote qui étaient faites en anglais. Extinction moteur numéro 4. Lorsque le carburant finit par s'épuiser, les moteurs s'arrêtent. Extinction moteur numéro 3. Montre-moi la piste. On vient de perdre 2 moteurs. Il nous faut la priorité, s'il vous plaît. Avianca 052, tournez à gauche, K250, interceptez la balise. Sans la puissance des moteurs, le vol Avianca 52 s'écrase dans un quartier résidentiel de Long Island. Avianca 052, contact radar perdu.
Oui, bonjour. Je vis dans Cold Snake à Oyster Bay. Et un avion vient de s'écraser dans le champ en face de notre maison. 85 des 158 personnes à bord survivent à l'accident. Toute la nuit durant, les secours les sortent des débris. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports arrivent en quelques heures. Ils retirent l'enregistreur de voix du cockpit de l'épave. L'avion était dans un état vraiment surprenant. La structure tenait encore debout malgré le choc. Il s'était écrasé sur un talus d'une pente de 28 degrés. Il n'avait glissé que sur 8 mètres en raison des arbres et de ses ailes. Il a donc touché le sol et il s'est arrêté instantanément. L'enquête du NTSB révèle que les contrôleurs ont omis de se transmettre une information vitale. La communication radio, une des parties les plus importantes du contrôle aérien, a coûté la vie à 85 passagers et à l'équipage. Essayer d'éviter ce genre d'erreur est une composante clé de NextGen. Les communications radio seront largement remplacées par un échange de données électroniques. L'automatisation est très importante. Cela permettra de se débarrasser du type d'erreur qui arrive lorsque l'on met énormément de pression sur un être humain en lui demandant d'être parfait. En éliminant les discussions radio, les tours de contrôle du futur seront des endroits bien plus calmes. Les agents au sol seront toujours requis afin d'aider les avions à circuler depuis et jusqu'aux aéroports. Mais ils auront un matériel plus précis à leur disposition et besoin de moins de contact avec les avions. Ils seront ainsi capables de gérer plus de vols qu'ils ne le font aujourd'hui. À bord du vol de la FAA, la nouvelle technologie GPS va être soumise à l'épreuve ultime. Sans aucun avertissement du contrôle aérien. Tu le vois, Daniel? Non, je le vois pas encore. Ah, le voilà. Il repère un autre avion à seulement 400 pieds en dessous. À l'arrière du jet, le système NextGen détecte l'autre avion. Si le système avait été dans le cockpit, il aurait montré au pilote sa position précise. Sans lui, il s'appuie sur une autre technologie appelée TCAS. Utilisant les signaux transmis entre les avions, ce système d'alerte et de prévention à la collision signale au pilote la présence d'autres appareils trop proches. Le TCAS avertit les pilotes du trafic 45 secondes avant une collision potentielle, puis environ 25 secondes avant la collision. Une solution d'évitement est donnée et indique au pilote de monter ou de descendre afin d'éviter l'altitude de l'autre appareil. Normalement, le contrôle aérien nous prévient, mais là, il ne l'a pas fait. Le TCAS nous a beaucoup aidés. Le TCAS aide les pilotes se rapprochant les uns des autres à éviter les collisions. Mais avec le nouveau système, les pilotes pourront même empêcher leurs avions de se rapprocher dangereusement. Avec la DSB, on pourra voir le trafic sur l'écran. Les outils avioniques peuvent être configurés pour avertir le pilote quand il se rapproche d'un autre appareil. Aujourd'hui, ce système fonctionne parfaitement. Les pilotes du vol d'essai voient le danger et l'évitent. Le TCAS peut aider les pilotes à éviter une collision, mais l'avoir à bord ne garantit pas qu'un accident n'arrivera pas. « 29 septembre 2006. Un petit jet d'affaires vole au-dessus du Brésil. Les pilotes feront escale à Manaus, au Brésil, avant de repartir pour New York. Brasilia November 600. Dans le cockpit, le copilote Gian Palladino a du mal à maintenir le contact radio avec les contrôleurs aériens. November 600 X-Ray Lima. Il essaie différentes fréquences, mais personne ne répond à ses appels.
Brasilia. C'est inhabituel pour les pilotes et les contrôleurs aériens d'être privés de contact pendant une si longue période. Brasilia, November 600, X-Ray Lima. November 600 Lima. Enfin, après 12 essais, Palladino réussit à joindre les contrôleurs. Contact 1, 2, 3, décimal 3, 2. En échec 1, 2, 6, décimal 5. Désolé, répétez la fréquence pour November 600, X-Ray Lima. Mais Palladino n'arrive pas à comprendre la transmission radio brouillée. Brasilia, November 600, X-Ray Lima. Puis le signal disparaît à nouveau. Le jet suit le couloir aérien de Brasilia en direction de Manaus. Mais le trafic le long de ce couloir est à double sens. Le système aérien entre Brasilia et Manaus est très simple. Les avions en direction du nord se maintiennent à des niveaux pairs et les avions en direction du sud à des niveaux impairs. Après un peu plus de 2 heures de vol, un désastre se produit. La secousse en elle-même a touché chaque partie de mon corps. Le bout de l'aile était découpé et dentelé, comme s'il avait été arraché. Le jet Legacy percute un Boeing 737. Le vol GOL 1907. Avec 154 personnes à bord, le vol GOL commence une spirale infernale. Les pilotes du petit jet ne savent pas ce qu'ils ont touché, mais leur avion est toujours contrôlable. Asseyez-vous derrière. Je l'ai. Laisse-moi les commandes. D'accord. Je veux descendre. Il est à toi. Les pilotes repèrent une piste sur une base militaire au milieu de la forêt. November 600, X-Ray Lima, déclarons une urgence. Nous devons atterrir à 0 Bravo Charlie. C'est chez vous? Affirmatif. Ils tentent un atterrissage d'urgence. On va déployer les volets au moment du cabrage. Donne-moi 9 pour le cabrage. Tu veux le cabrage à 9? Tout le monde s'assoit à l'arrière. Lorsqu'on atterrit dans ce genre de situation, on descend plus vite que la normale. On arrive près du sol à toute allure. Bien. Tu l'as? Maintiens. Bon boulot. Oh mon Dieu. Oh merde. Au centre du contrôle aérien à Brasilia, les contrôleurs ont perdu la trace du vol GOL 1907. Manaus, il n'y a aucun GOL. Je ne le vois nulle part ici. Il est en route. Donc il est déjà dans ma zone. Depuis une demi-heure. L'anxiété était très grande parce que les contrôleurs ne savaient pas quoi dire ni quoi penser. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Les troupes repèrent les débris du vol GOL 1907 au fond de la forêt amazonienne. Il n'y a aucun survivant. Les enquêteurs apprennent que le jet Legacy et le vol GOL volaient le long du même couloir aérien dans des directions opposées. 1000 pieds d'altitude étaient supposés les séparer. Les enquêteurs interrogent les pilotes du jet d'affaires. On allait vers le nord-ouest, en route pour Manaus à 37 000 pieds. On essayait de contacter le contrôle de Brasilia. Vous venez de dire que vous voliez à 37 000 pieds? Oui, c'est exact. Niveau de vol 370, on n'a jamais bougé. Les pilotes du jet d'affaires ont soumis un plan de vol qui stipulait qu'ils voleraient à 37 000 pieds jusqu'à Brasilia. Là, ils descendraient à 36 000. Le plan de vol vous indique de descendre à 360 à Brasilia. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? On ne nous l'a pas dit. Avant de décoller, on a été autorisé à voler à 370 jusqu'à Manaus. C'est ce qu'on a fait, monsieur. Le contrôle aérien peut toujours dévier du plan de vol parce qu'ils ont une meilleure connaissance de la situation réelle du trafic. On nous a pas dit de descendre, alors on n'est pas descendu.
Une fois qu'on a été sûr que les deux avions étaient réellement à la même altitude, que l'on en détenait la preuve, on a compris qu'on devait aller creuser du côté du contrôle du trafic aérien pour savoir ce qui s'était passé. Pouvez-vous afficher l'écran du Legacy pour moi? Sur l'écran radar, on peut voir l'altitude, la vitesse et les informations du transpondeur de chaque avion, ainsi que leur code d'identification. Les images montrent aux enquêteurs ce que les contrôleurs aériens ont vu sur leur écran radar avant l'accident. Un symbole attire l'attention. Le Z qui apparaît sur l'écran de contrôle indique que l'avion qu'il regarde a perdu son transpondeur. Les transpondeurs donnent aux contrôleurs des informations exactes sur l'altitude des vols qu'ils surveillent. Les enquêteurs apprennent que le transpondeur à bord du jet Legacy avait été éteint. Probablement en raison de l'inexpérience du commandant à bord de ce nouvel appareil. Je prends encore mes marques sur ce nouveau système. Sans information provenant du transpondeur, l'ordinateur du trafic aérien montre l'altitude à laquelle l'avion est censé être selon son plan de vol. Mais il était en réalité 1000 pieds plus haut, en plein sur la trajectoire du vol GOL. Les contrôleurs de Brasilia n'ont pas vérifié la réelle altitude du Legacy. Personne n'a fait quoi que ce soit au sol. C'est pourtant l'endroit où ils étaient censés réagir pour sauver ces deux avions d'une collision frontale. De retour à Atlantic City, les pilotes se préparent à faire atterrir leur vol d'essai. Aujourd'hui, le vol doit rester à l'intérieur des limites confinées dictées par le contrôle aérien. Mais lorsque tous les avions seront équipés de l'ADS-B, ce ne sera plus le cas. Si les appareils pouvaient voler sur des trajectoires plus optimisées pour eux et pour le système de trafic, on pourrait utiliser l'espace aérien beaucoup plus que ce qu'on ne le fait aujourd'hui. Les avions iront directement là où ils ont besoin d'aller et des ordinateurs les maintiendront à distance. À la FAA, les chercheurs ont créé des systèmes qui emmènent les avions du point A au point B d'une manière complètement nouvelle. De nos jours, les contrôleurs n'ont aucun moyen de connaître la position précise d'un avion. Les vols sont limités à des autoroutes prédéterminées afin d'empêcher les collisions. Avec NextGen, basé sur un GPS, un pilote pourra suivre n'importe quelle route s'il n'y a pas d'autres avions le mettant en péril. Il pourra choisir une voie plus directe jusqu'à sa destination. Si nous pouvions avoir des avions allant dans toutes les directions de manière efficace, nous serions capables de doubler, tripler, voire quadrupler le nombre d'appareils en vol que l'on peut gérer en toute sécurité. En planifiant leur propre route, l'ADS-B permettra aux pilotes de rester à une distance sûre des autres avions, sans avoir à rester dans un couloir prédéterminé. Maintenir cette sécurité est important, car même la meilleure technologie ne peut pas garder les avions à distance. Juillet 2002. Le vol Bashkirian Airlines numéro 2937 vole vers l'ouest dans l'obscurité en direction de Barcelone. Le Tupolev 154M transporte 69 personnes. La plupart des passagers sont des enfants russes en vacances d'été. Pendant ce temps, un avion cargo DHL vole vers le nord en direction de Bruxelles. Les deux avions sont censés se croiser au-dessus du lac de Constance, au sud de l'Allemagne. Mais les contrôleurs aériens n'ont pas remarqué que les deux vols sont à la même altitude. L'agent est distrait par un autre vol. Il assiste une arrivée tardive à une deuxième station. Quel est votre cap actuel? Cap actuel de 6. C'était une pratique commune des contrôles du trafic aérien de n'avoir qu'un seul agent la nuit, responsable de l'ensemble de l'espace aérien de la tour de Zurich. À bord du Tupolev, les pilotes ont repéré un intrus. Regarde ça. Qui se rapproche rapidement. 500 mètres. À bord de l'avion cargo DHL,
l'ordinateur TCAS émet un signal d'urgence. Le système est conçu pour avertir les pilotes d'un avion en approche. Et quoi faire pour éviter la collision? DHL 600, TCAS descente. Lorsque le contrôleur retourne à son poste, il aperçoit le problème. Les deux vols vont se croiser dans moins d'une minute. Descendez niveau de sol 350. J'ai un croisement. On descend. Le commandant russe obéit à l'instruction du contrôleur et descend. Mais son système TCAS lui indique de monter. Il nous dit de monter. L'équipage russe a 35 secondes pour choisir d'obéir au contrôleur aérien ou bien à l'ordinateur. 350, descendez vite. Il nous dit de descendre. On n'est pas habitué à ne pas faire confiance au contrôleur. Dans l'aviation civile, il y a beaucoup de situations dans lesquelles les pilotes n'ont pas suivi les instructions du contrôleur. Et ça a mené à des crashs et autres accidents importants. Descendons rapidement au niveau 350. Sous pression et ne disposant que de quelques secondes, les pilotes russes suivent l'instruction du contrôleur. Au même moment, le DHL descend également. Augmentez descente. Augmentez descente. Descendez. Il va passer en dessous de nous. Augmentez descente. Augmentez descente. Sur la gauche. Monte. Descends. Descends vite. Bravo Tango Charlie 2937. Bravo Tango Charlie 2937. Les deux avions s'écrasent près du lac de Constance, en Allemagne. 71 personnes sont tuées. Il n'y a aucun survivant. Ce crash est un tournant décisif pour les experts en trafic aérien. Si je devais résumer le conseil que l'on a donné au monde, si un avertissement provient du TCAS, les pilotes doivent immédiatement le suivre, quel que soit le cas. Si les pilotes russes avaient suivi les instructions de l'ordinateur, l'accident ne se serait pas produit. Avec du recul, on se demande toujours ce qu'on aurait pu faire de plus. Et un accident est une prise de conscience pour tout le monde. Le désastre a mis en avant la valeur potentielle des systèmes automatisés et a prouvé encore une fois combien l'erreur humaine peut être fatale. C'est une importante leçon pour les développeurs de NextGen. La technologie peut apporter aux humains des informations, mais ne peut pas contrôler ce qu'ils font. Au-dessus d'Atlantic City, le jet de la FAA est en approche finale. Ce vol d'essai de 2 heures a davantage rapproché NextGen d'une installation dans les avions de ligne. Bon boulot, commandant. 2 inverseurs, vitesse à 90. J'ai le manche. Lorsque l'ADS-B sera partout et que les informations seront affichées dans le cockpit, cela permettra aux compagnies de voler de manière beaucoup plus efficace. Durant les 50 dernières années, le contrôle aérien a énormément évolué. L'erreur humaine, les difficultés techniques et la mauvaise communication ont coûté la vie à des centaines de personnes et ont révélé des faiblesses mortelles dans le système actuel. De nos jours, ces faiblesses sont sur le point d'être résolues. Je pense que le système NextGen, dans sa version actuelle, sera excellent. Ça va être le début du chemin que l'on doit prendre pour le futur. Les éléments qui constituent NextGen vont être lentement introduits durant la prochaine décennie. Petit à petit, un tout nouveau système de contrôle du trafic aérien va se dessiner aux États-Unis et finalement dans le monde entier. C'est ce que les professionnels de l'aviation font.
Ils relèvent le défi et développent une nouvelle manière de voler. Si NextGen tient sa promesse, cette nouvelle technologie signifiera moins de retard et par conséquent, moins d'accidents.